Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux à notre conférence. On va vous parler de comment créer son propre, pardon, excusez-moi, je règle un petit truc, son propre jeu de rôle en IA agentique avec MCP, mais aussi A2A. Je sais pas pourquoi on a juste mis MCP. Déjà, avant de commencer, je vais me décaler par là peut-être. Avant de commencer, juste rapidement en levant la main, qui connaît Donjons et Dragons? Ah, ok, ça va aller. Parce que des fois, je fais la conf, personne connaît, c'est un peu la loose. Mais du coup, on va parler de ça, donc c'est cool si vous comprenez un petit peu la mécanique du jeu. Rapidement, avant de... Je suis désolée, ça fait du bruit. Désolée. Ça va être mieux à partir de maintenant, je crois. Juste avant, on va revoir quelques principes de... excusez-moi, d'IA agentique. D'abord, on va commencer par ce qu'est un agent. Donc, je pense que beaucoup de gens dans la salle savent déjà, mais on va ramener tout le monde au même niveau. Donc, on sait tous à peu près ce que c'est un agent conversationnel. On a tous testé ChatGPT et d'autres, j'en passe. Donc voilà, ces agents conversationnels-là sont basés sur des LLM, donc des Large Language Models. Et ils ont la capacité de pouvoir converser avec nous, parfois de raisonner aussi. Mais globalement, on ne peut pas leur demander grand-chose d'autre que de répondre à nos questions. La différence avec un agent, du coup, c'est que les agents, eux, c'est justement des agents conversationnels, mais qui vont avoir la capacité de faire des actions pour nous. Donc j'aime bien voir les agents un peu comme des ChatGPT avec des mains. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir faire des calls à des API, appeler des fonctions, avoir accès à des bases de données. En gros, c'est des ChatGPT sous stéroïdes à qui vous avez donné la capacité de pouvoir faire des choses. Ils ont, comme on dit, donc une agency, ce sont des agents. On va parler aussi de MCP. Beaucoup de gens en parlent, ça a fait le buzz il n'y a pas très longtemps. En fait, MCP, ça veut dire Model Context Protocol. C'est tout simplement un protocole qui va permettre aux agents de découvrir des outils. Donc quand je disais un LLM, un agent, c'est un LLM qui peut faire des actions. En fait, quand il va faire des actions, il va avoir accès à ce qu'on appelle des outils. Et le protocole MCP, c'est ce qui permet de faire communiquer l'agent avec ces outils. Donc en fait, je vais faire une petite page d'histoire comme si c'était il y a longtemps, mais en fait c'était il n'y a pas si longtemps que ça qu'on créait des agents avec des outils sans le protocole MCP. Pour ceux d'entre vous qui ont essayé de faire des agents avec des outils, à l'époque c'était assez bricolé en fait, on va dire. On avait un LLM qui répondait d'une certaine façon, qui avait un certain format pour ses queries et ses responses. Ça changeait en fonction des LLM, donc à chaque fois qu'on changeait de modèle, il fallait aussi gérer le format de façon différente. Après, pour faire découvrir un outil à un agent, il fallait coder l'outil pour qu'il puisse communiquer avec le LLM, c'était pas toujours évident. On s'est dit, en fait, c'est super cool, mais c'est quand même compliqué si on veut avoir plein d'outils. Avec les agents, il faut manager tous ces outils, il faut faire en sorte que... il y avait plein de choses à gérer. Et on s'est dit quand même ce serait cool de standardiser la façon dont on appelait un outil. Et en fait, tout simplement, le protocole MCP, c'est pas la révolution en soi, puisqu'on l'avait déjà fait à l'époque avec les API REST. Mais en soi, ça a été une petite révolution dans le monde de l'IA parce que d'un seul coup, on s'est mis d'accord sur un standard. Et quand on se met d'accord sur un standard, ça élargit le monde des possibles, dans le sens où d'un seul coup, moi je peux avoir un agent, mais je peux aussi appeler le tool de quelqu'un d'autre qui crée donc un outil sur le même protocole que moi. Je ne suis pas obligée de créer tous mes outils moi-même, je peux d'un seul coup avoir accès à une palette d'outils qui sont proposés par des gens. Et donc ces outils-là, ils sont sur des serveurs. Ils attendent d'être découverts par des agents. Et c'est ce qui fait toute la puissance du protocole MCP, c'est que d'un seul coup, votre agent, virtuellement, ses capacités sont démultipliées tant que vous lui donnez accès à ces serveurs, donc à ces serveurs MCP. On va aussi parler de A2A, qui est le protocole Agent to Agent. Donc, juste avant, je parlais de MCP, donc un protocole qui permet à des agents
de se connecter avec des outils. A2A, c'est la même chose, mais avec d'autres agents. Donc, en fait, c'est pas exactement la même dynamique, puisque un agent qui va discuter avec un autre agent, en fait, ça va être une découverte entre deux LLM, donc entre deux capacités de réflexion. Et là, on commence à voir un petit peu le champ des possibles, c'est-à-dire qu'on peut avoir des workflows multi-agentiques avec plusieurs agents qui sont spécialisés dans leur propre domaine et qui peuvent, eux, collaborer ensemble, et chacun de ces agents ont accès à des outils spécifiques à leurs tâches respectives. Donc ça commence à faire, d'un seul coup, on se rend compte qu'on peut déployer pas mal de choses. Il n'y a pas encore de best practice là-dessus, c'est tout nouveau. Mais à travers nos expérimentations, nous, on s'est rendu compte que c'était bien d'avoir des agents qui étaient vraiment spécialisés dans un domaine. Si vous mettez un agent et que vous dites bah, pourquoi j'ai besoin de plusieurs agents qui collaborent entre eux, pourquoi est-ce que je ne pourrais pas juste avoir un Jarvis et il sait tout faire. Mais en fait, le problème de l'agent unique, c'est que plus il a accès à des outils lui-même, plus ça va être compliqué pour lui d'orchestrer chacune des tâches, surtout si vous avez quelque chose comme 600 outils qui sont accessibles sur le même agent, ça commence à faire beaucoup. Donc en fait, ce qu'on a constaté, nous, à force de faire des expérimentations, c'est que si vous vous limitez à aller, on va dire, entre 5 et 10 outils par agent, c'est pas mal déjà, c'est bien, et chacun de ces agents sont donc spécialisés dans une certaine tâche. Voilà, donc, pardon, excusez-moi. Il y a toujours beaucoup de confusion entre ce qu'est MCP et A2A, donc voilà, si vous voulez le faire de façon très schématique, MCP c'est pour la communication agent-outil et A2A c'est pour la communication agent-agent. Voilà. Donc ça c'est le schéma, l'architecture de la démo qu'on va vous montrer aujourd'hui. Qu'on va d'ailleurs, enfin que Olivier va rebuilder from scratch. En partie. Pardon ? En partie. Oui, en partie. Donc en fait, ce qu'on va avoir, c'est un joueur qui va discuter avec un premier agent qui va être ce qu'on appelle l'orchestrateur. Donc c'est l'agent qui va servir d'interface entre le joueur et tous les autres agents experts. Nous, on appelle ça le AI Game Master. En gros, lui, si vous voulez, on va lui mettre un système prompt et on va lui dire « Vous êtes le maître du jeu, vous avez accès à plein d'outils et plein d'agents qui, eux, sont spécialisés dans certaines sous-tâches qu'un maître du jeu, généralement, va faire. » On va avoir un premier agent ici qui va être expert dans les règles du jeu. Donc lui, il va avoir accès à une knowledge base où on lui a donné toutes les règles du jeu. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les règles du jeu de Donjons & Dragons, mais c'est gros, et en général, voilà quoi. Quand on a un bon maître du jeu, il les connaît tellement bien qu'il n'y a pas besoin de les relire, mais quand vous commencez avec un maître du jeu qui est junior, on va dire, le pauvre il passe son temps à tourner les pages de son playbook parce qu'il faut qu'il check les règles à chaque fois. Donc on a on a un expert dans les règles du jeu. Et on a un autre expert, un autre agent qui lui va être spécialisé dans la création de personnages. Donc si vous avez déjà été Game Master, si vous avez déjà joué, vous savez que créer un personnage c'est toujours un peu long, il faut tirer des dés plusieurs fois pour les caractéristiques qu'il va avoir, et puis il faut lui faire une backstory, et puis voilà. Enfin, ça peut être potentiellement pas mal de temps passé. Ce qui peut être cool dans ce cas-là, c'est que si vous... par exemple, si vous êtes en pleine campagne et que d'un seul coup vos joueurs ils veulent partir, disons pas dans la forêt alors que c'était votre plan, mais qu'ils vont aller dans la taverne, vous ne pouvez pas techniquement leur interdire dans la taverne parce qu'ils ont leur libre arbitre et puis c'est pas une action qui va à l'encontre de la dynamique du jeu. Mais vous êtes bien embêté parce que vous n'avez rien prévu dans la taverne. Donc vous pouvez très bien demander à votre agent expert de la création de caractères d'en créer un le temps qui marche. Ils peuvent arriver dans la pièce. Et puis votre IA, elle a créé du coup tous les personnages qui sont dans la pièce avec leur backstory, leurs statistiques, et ça c'est assez cool. Et du coup cet expert-là a accès aussi à une base de données où il va stocker tous les personnages pour avoir une mémoire persistante sur tout ce qu'il crée. Il va pouvoir aussi requêter dans cette base de données pour retrouver les informations des dernières interactions avec ces personnages-là. Et enfin, on va rajouter un dernier outil, juste pour montrer le champ des possibles, qui est un serveur MCP sur lequel on va faire tourner tout simplement une fonction qui va permettre de rouler des dés. Donc en fait, le AI Game Master, comme ça, il a accès à ces deux agents. Et il a accès aussi à une fonction pour pouvoir rouler un dé 20 si jamais il faut qu'il prenne une décision.
Est-ce que je dois dire autre chose? Non, C'est bon. bah, non, sur ce schéma-là, c'est Oui. bon. Et donc là-bas, je vais vous présenter rapidement le SDK qu'on va utiliser pour builder cette application. Donc ça s'appelle Strands, c'est un SDK qui est open source et qui permet de construire très rapidement des workflows agentiques qui supportent donc MCP et A2A. Pour la question, donc on l'a créé en interne à AWS, enfin à Amazon plutôt pour nos besoins en interne, parce qu'on devait créer de gros projets multi-agentiques. On s'est dit qu'on allait mettre ça en open source et voilà, Strands est né. Parce que si vous l'avez compris, en fait, tous ces protocoles MCP, A2A, etc., c'est arrivé au fur et à mesure et c'est même pas forcément les mêmes personnes qui les ont créés. Enfin, MCP, ça vient de chez Anthropic, A2A, ça vient de chez Google. Et on commençait à avoir un besoin d'un outil qui permettait de gérer toutes ces choses-là directement. Exactement. C'est Donc super voilà, simple à installer. c'est super simple à installer, exactement. C'est tout simplement un pip install sur Strands Agent Package. Et on va passer à la démo. Cool. C'est à mon tour. Ok. Tac. Alors, hop, démo. Super. On va partir de rien. J'ai une démo, vous voyez, j'ai rien. J'ai un requirement et je viens de créer un app.py que j'ai ici. Donc on va vraiment voir comment, à partir de rien du tout, je peux commencer à bosser avec des agents en utilisant Strands. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais importer la classe agent de Strands. Je vais créer un objet de type agent et je vais faire coucou, comment ça va à Clermont-Ferrand. Hop. Et donc juste en exécutant ça, c'est magique, j'ai toujours internet. J'ai toujours internet, j'aurais dû tester ça. J'ai une réponse. 3 lignes de code, j'ai appelé un LLM. Parce que. Wow. Parce que Voilà. ouais, vas-y. Tu... Non, je voulais juste dire, par défaut, Ouais. ça va appeler un modèle sur Claude 4.0 aujourd'hui, mais donc c'est un des derniers modèles de capacitance sur Amazon Bedrock. Mais comme on est agnostic provider, vous allez voir qu'Olivier peut montrer comment vous switchez facilement de modèle. Là, je l'affiche le modèle, vous voyez effectivement. Donc là, il tourne sur AWS aujourd'hui. Donc c'est un Claude 4.2. On peut l'afficher ici. Mais donc, en 3 lignes de code, vous appelez un modèle par défaut sur AWS. Et comme le disait Tiffany, effectivement, si je vais dans la documentation, vous allez sur strangeagents.com, vous êtes dans l'user guide et vous avez les modèles providers. Et donc, on gère énormément de modèles providers. Vous faites du Mistral, vous avez une clé d'API Mistral, vous créez un modèle avec Mistral. Vous faites du OpenAI, vous avez une clé parce que vous êtes client OpenAI. Vous pouvez aussi vous connecter en utilisant un modèle OpenAI. Vous voulez faire tourner en local, il y a même du Olama par exemple. Si je prends, Si je prends un Olama par exemple, donc je vais importer Olama modèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un objet Olama modèle. Tac. Je vais lui passer un host en paramètre, qui est le host de mon Olama qui tourne, que je me souviens jamais. Oh, non. Tac, si c'est ça. Hop. Je vais lui passer mon Olama qui tourne là, et je vais lui passer un modèle ID. Qu'est-ce que j'ai installé dans Olama? Si vous ne connaissez pas Olama, c'est un outil qui vous permet de télécharger et de faire tourner des modèles en local en mettant en plus par-dessus une API REST. Donc vous pouvez appeler facilement des modèles. Donc là, j'ai un Lama 3.2 qui fait 2 Go, c'est cool. Hop, j'ai créé mon modèle Olama et en fait tout ce que je vais faire, c'est que là, je vais lui dire mon agent, je veux qu'il utilise mon modèle Olama à la place de ce qu'il utilisait tout à l'heure. Et donc là, si je réexécute, oui, vous voyez, voilà, j'ai un Lama 3.2 qui tourne et qui répond pareil. Alors là, il tourne en local. Mais voilà, si j'avais eu une API key de OpenAPI, de Anthropic, etc., je peux aussi utiliser un modèle. C'est juste que par défaut, effectivement, il va le chercher sur AWS. Et si vous faites de l'AWS, vous pouvez aussi récupérer tous les modèles qu'il y a dans Bedrock. Pareil, même manière, hein, faites modèle égale Bedrock. C'est chiant ça. Bedrock modèle. Je vais lui passer un modèle ID. J'ai perdu mon autocomplétion. Ça y est, c'est la fin. Ok. Bon, bref. Ça marche avec OpenAI, Anthropic, etc. Vous avez compris le principe.
Ça, c'est pour vous montrer. Je vais rester avec la jambe de base parce que ça fait moins ligne de code, comme ça, pour vous montrer les autres choses. Et pour vous montrer qu'on marche avec plein de providers. Ok, donc là-dessus, en 3 lignes de code, j'ai appelé un LLM. Alors, ce qui est cool avec les LLM, c'est qu'ils ont énormément de connaissances. Ils ont été entraînés sur un corpus qui était énorme. Mais il y a toujours des choses simples qu'ils ne savent pas faire. Dès que ça sort de leur corpus d'entraînement, en général, eh ben, on est bloqué. Le truc le plus basique, c'est quand je lui demande quelle heure est-il. En général, ça, c'est simple, mais ça bloque. Je lui demande ça, il va me dire, ça on n'en a plus besoin, tic-tic. Et voilà, j'ai pas accès à l'heure, soit tu regardes ton ordinateur, super, soit tu demandes à Siri, à Google, soit tu tapes sur Google, quelle heure est-il. Super, donc ça c'est des choses assez simples mais qui ne savent pas. Et c'est à ça que servent les tools en fait. Les tools c'est pour augmenter les capacités d'un LLM qui a juste accès à sa base de connaissances. Et si vous êtes dans la documentation de Strands, vous avez ici Tools, et il y a un package communautaire, vous pouvez aller participer même si vous voulez, qui donne accès à plein de tools où on s'est dit ils sont assez génériques, on va les build in directement dans un package. Et donc vous avez des tools pour gérer de la mémoire, pour lire et écrire des fichiers, pour faire des tâches cron, pour bouger la souris sur votre ordinateur pour que vous aillez cliquer sur des choses, exécuter du code, naviguer sur Internet, lire des images, écrire des images, plein de choses. Il y en a un qui s'appelle Current Time, en l'occurrence, on va aller utiliser celui-là. Si je fais... J'ai vraiment plus d'autocomplétion. Je vais importer du coup ce tools depuis Strands Tools qui est là où il y a tous les tools. Et ce que je vais faire, c'est que dans mon agent, je lui passe un tableau et je vais lui donner tous les tools auxquels il va avoir accès. Donc là, si je lui demande quelle heure est-il, le LLM va savoir qu'il a accès à des tools pour répondre à la question à laquelle j'ai posée. Il a bien compris qu'il y avait un tool, il va l'appeler, Current Time, et il me dit qu'il est actuellement 8h34, alors on est à Clermont-Ferrand. À Clermont-Ferrand, à faire les choses bien, hein, hop. Et du coup, encore une fois, il va appeler l'outil parce qu'il sait que lui ne peut pas répondre, mais il a un outil qui peut le faire, et il va me dire qu'à Clermont-Ferrand, il est 10h35. C'est bien ça. Donc voilà. Donc ça c'est cool, on a plein de... On a un peu de temps, on va faire des trucs cool. On a plein d'outils sympas, je vous ai montré des choses comme FireWrite, comme Python, Ripple, c'est le petit démo sympa. C'est des outils par exemple pour écrire des fichiers, pour exécuter du code Python. Et on peut commencer à faire des choses sympas, par exemple là si je lui demande, je fais écrit dans une fonction dans un fichier phi.py qui affiche les x premières itérations de la suite de Fibonacci. Ensuite, exécute-le. Donc là, je peux lui demander ça. Il a accès à deux outils, donc il va savoir qu'il a accès à ces deux outils. Il va savoir qu'en plus, avec le prompt que je lui ai mis, il va avoir besoin de ces outils. Donc en l'occurrence, il a besoin d'accès à un premier outil qui est FileWrite. Alors il y a certains outils comme celui-là où il écrit sur votre ordinateur, donc par défaut il ne va pas le faire sans vous demander, il va vous dire t'es sûr je peux écrire, j'ai le droit. On peut bypasser ça, hein, parce que dans la CI/CD c'est un peu compliqué comme question. Donc soit avec des variables d'environnement, soit directement dans le pull code, vous pouvez dire accept dans tous les cas quand on pose des questions. Je fais OK, donc là normalement il va me créer un petit fichier, voilà, fib.py. Je ne vais pas aller le vérifier, mais normalement c'est censé résoudre la suite de Fibonacci. OK. Et même manière, Python Ripple, qui est donc un outil pour exécuter du code, il me demande si c'est OK d'exécuter du code sur mon ordinateur. Je vais faire OK, et donc là, il exécute le fichier qu'il vient de créer. Donc voilà, vous avez plein de tools comme ça. Je vous encourage à aller voir dans la documentation de Strands tout ce qu'il y a. Donc ça, c'est cool, mais encore une fois, c'est des tools qui sont génériques. Nous, en l'occurrence, on va faire du Donjons et Dragons. On va devoir lancer des dés. Et ça, Strands, ils ne se sont pas dit que c'était assez générique de lancer des dés de 20. Donc c'est pas dans la bibliothèque standard, enfin communautaire. Mais c'est communautaire, vous pouvez aller la rajouter si vous voulez. Mais donc on a envie, nous, de se dire, bah j'ai un outil, moi je sais le coder cet outil. J'aimerais bien que ça devienne un outil. Donc le truc qu'on va faire, c'est on va se dire, bah je vais créer une fonction rollDice que je vais coder et j'aimerais bien en faire un outil. Alors je vais pas la coder déjà parce qu'on est en 2025. Write a function that rollDice with a number of faces passed as a string. A number, ouais, il aurait compris, non? Manage error, ça par contre c'est important. Ok, là on fait combien? Une EA pour coder la fonction. Très bien, ok, super, je l'accepte. Hein. On va dire ça marche. On verra si ça marche d'ailleurs. Et donc là j'ai créé une fonction. Et en fait ce que j'ai envie de me dire c'est... hop, ça on n'a plus besoin. C'est me dire, bah c'est cool en fait, tout ce que j'ai envie de faire c'est que...
je vais mettre ma fonction roll dice là et ça devient un outil. Alors c'est pas si simple que ça serait quand même magique. Mais c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, parce que dans Strand, vous avez un petit tool que vous pouvez importer, et juste en mettant un décorateur tool devant votre fonction, ça va la transformer en outil. C'est que si là je lui dis lance un dé de 6, hop, et que je l'exécute, voilà, il voit bien qu'il a un outil qui permet de lancer les dés, il l'appelle et il me renvoie 3. Et je peux même lui demander lance 3 dés 20 s'il veut, hop, il y a même une petite icône de dés, c'est marrant, tiens. Et normalement, là, il devrait appeler 3 fois, voilà, l'outil roll dice et me renvoyer les résultats. Alors le premier, il a essayé parce qu'il a essayé de l'appeler en laissant 3 dés d'un seul coup, ça marche pas. Et donc il a bien compris qu'après, il faut qu'il appelle 3 fois indépendamment. On a très bien pu coder une fonction qui en plus prend le nombre de dés à lancer et il l'aura appelé qu'une seule fois, etc. T'as fait 20. J'ai fait un natural 20 en plus. Il a compris, il me félicite. C'est cool. Il me donne même le total, même si j'ai pas demandé. Ouais, c'est cool. Donc là, on a vu comment on a créé une fonction et on en a fait un outil pour mon LLM assez facilement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, ce genre de fonction, ça se trouve quelqu'un d'autre l'a créé. Ou même ça se trouve, moi je la crée et je me dis, bah, d'autres personnes pourraient en avoir besoin et vouloir utiliser cette fonction. Et c'est pour ça que, on va dire, plutôt que de la mettre dans mon agent et de coder même tous mes tools dans mes agents, je vais la mettre à disposition dans un serveur MCP. Donc on va créer un serveur MCP. Hein. On va... Tac. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma fonction, du coup, tweak, hop, et je vais la mettre dans mon fichier qui sera mon serveur MCP. Alors, pour mon serveur MCP, je vais... J'ai plus autocomplétion. FastMCP. Ok, non, mais attends, j'ai mes snippets. Ok, je vais utiliser FastMCP. FastMCP, ça appartient pas à Strands, c'est pas dans Strands, mais c'est une bibliothèque Python aujourd'hui qui permet de faire plein de choses avec du MCP, des clients, des serveurs, etc. et des tools. Et on va utiliser ça pour le serveur MCP. Strands, par contre, de base, gère la connexion à des serveurs. Donc j'ai importé ça, je vais créer un serveur MCP. Je vais lui donner un petit nom, DND Dice Role Manager. Voilà. Et ensuite, je vais lancer mon serveur MCP. Mets le port. Ah, faut que je mette le port là? Tu peux le mettre en bas aussi. Ouais, je peux le mettre en bas. Bon, ok. Run, et je vais lui dire comment je veux que mon serveur MCP il soit appelé. Il y a 3 façons de communiquer avec un serveur MCP. Soit c'est sur stdio, souvent c'est ce que vous faites si vous avez dans votre VS Code ou etc. des serveurs MCP. En général, c'est des packages qui vont tourner en local. Soit on peut faire du SSE, donc c'est du push, serveur qui push, soit avec du HTTP standard, et c'est ce qu'on va faire là. Je vais lui dire que mon serveur MCP, je veux qu'il tourne sur du HTTP normal. Le seul petit truc, c'est que là, on n'a plus le tool parce qu'on n'est plus dans Strands, mais on a FastMCP qui donne accès à quelque chose de très similaire. On va transformer ma fonction en tool. Donc voilà, là j'ai créé un serveur MCP. D'ailleurs, si je le lance, normalement, Python Dice, tac. Voilà, j'ai un petit problème d'affichage dans ma console qui fait de la colonne, mais j'ai un serveur qui tourne voilà, sur le port 8080. Maintenant, je vais aller dans mon agent de base. Hop, mon MCP Client. Je vais importer 2 choses. Mon MCP Client, une classe MCP Client. Et puis comme j'utilise un client qui se connecte sur HTTP, je vais importer aussi Streamable HTTP. Je vais MCP Client égale MCP Client, hop, qui va prendre effectivement ça en fonction comme une lambda. Je vais copier-coller parce que vous avez compris que mon éditeur était tombé en panne. Et je vais lui passer là l'URL de mon serveur MCP. Donc je vais la prendre ici. Et en fait, en faisant ça, je crée un MCP client qui va pouvoir se connecter à mon serveur MCP. Slash MCP. Ah oui, FastMCP vous donne un endpoint sur slash MCP. Ensuite, je vais devoir me mettre dans le contexte de ce client. Hop. La première chose que je vais faire, c'est me dire, je vais récupérer la liste des tools de ce client. Donc je vais faire MCP tools égale à MCP.list tools sync. Vraiment, il n'y a plus d'autocomplétion du tout, quoi. Donc là, je vais récupérer les tools. Donc en fait, mon agent principal, il aura la liste des tools de ce serveur MCP. Et ensuite, vous avez assez simple, hein, vous l'aurez sûrement compris. Dans mon agent, je lui donne juste la liste des tools de ce serveur MCP. Donc là, quand je fais ça, et que je relance ma fonction, hop, on voit que là, il a été appelé des choses.
il est en train de roll des dice sur mon serveur, vous voyez dans les logs en bas à gauche. Sauf que là, mon agent principal, vous avez vu, lui, il a plus de tools. C'est plus lui qui lance les dés. Il fait appel à mon serveur MCP qui me renvoie 17, 18, 7, bon, pas de 20 ce coup-ci, et le total. Donc voilà, là, j'ai déporté mon outil dans un serveur MCP et n'importe qui, du coup, pourrait l'utiliser. Dans le cas d'utilisation d'un serveur MCP, si vous l'avez déjà fait, peut-être que vous avez déjà regardé un petit peu le protocole, mais ça marche exactement pareil. Là, ce que fait l'agent, c'est que du coup, quand il découvre la liste des serveurs MCP auxquels il a accès, il va récupérer la liste des tools et il va lire la docstring de chacune de vos fonctions. Ouais. Donc en fait, là, on l'a peut-être pas fait voilà, en best practice, parce que c'est une fonction assez simple, mais quand vous mettez sur un serveur des fonctions sur un serveur MCP, soyez sûr de bien suivre les best practices d'écriture de la docstring, parce que c'est ce que votre agent va lire pour savoir si c'est ce qu'il va utiliser. Là, on a eu de la chance parce que Edu, on n'a qu'un seul tool. Il a un nom qui est assez explicite, qui est roll dice, mais quand vous commencez à avoir effectivement plusieurs tools, et que vous avez des noms qui ne sont pas forcément explicites, comme on a défini, la docstring qui est là, c'est ça que votre agent va utiliser pour savoir quel tool fait quoi exactement. Dans la documentation de Strands, il y a toute une page sur les best practices pour écrire une bonne docstring. Yes. C'est effectivement. Mais c'est l'IA qui avait généré la fonction, j'ai pas fait attention. Cela dit, vous pouvez demander à l'IA aussi de générer la docstring, parce qu'en général, ils le font mieux que nous. Ok, donc là on a vu comment on pouvait lancer des dés. On parlait tout à l'heure, on voulait avoir un agent pour gérer les personnages. Effectivement, alors la différence qu'on a vu, un MCP serveur, vous avez vu, c'est juste un outil qui exécute du code. Un agent, il va être associé à un LLM. Et du coup, il va falloir qu'il va avoir un peu de réflexion aussi. Et donc pour les personnages, on a envie potentiellement qu'ils réfléchissent un peu plus pour générer les personnages. Et du coup, on va créer un agent. On ne va pas se contenter d'un simple serveur MCP. Caractère agent.py. Je pars de 0 encore une fois. Et donc là, tac. Donc là, on refait un agent, hein, comme on a fait tout au début. Je crée un agent. Agent. Sauf que là, c'est pas moi qui vais l'appeler. Directement là, c'est un autre agent qui va l'appeler. Donc on va lui donner plus d'informations. Je vais lui donner un nom. DND Character Manager Agent. Ok. Et on va lui donner une description. Oula, ah oui, là aussi, par contre, tac. Hop. Heureusement que j'ai mis snippets quand même. On va lui donner une description. Voilà, crée et gère des personnages de Donjons et Dragons avec leur nom, classe, race, statistiques et leur background. Tu peux écrire et lire des fichiers de personnages. Alors effectivement, dans notre application qu'on montrera à la fin, qu'on a fait, il y a une base de données qui gère ça, etc. Là, il nous reste 17 minutes, donc on ne va pas lancer une base de données. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner accès à des tools. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, dans les tools, on avait des choses comme FileWrite et FileRead. Donc là, ma base de données pour la démo, ça va être lire et écrire dans des fichiers. Hein. Mais dans l'idéal, on ferait effectivement... dans l'idéal, on créerait des tools, on montrera tout à l'heure dans le code de la solution qui est complète qu'on a faite. On a des tools avec un tool pour lister tous les personnages, un tool pour écrire un personnage dans la base de données, qui à chaque fois en fait dedans a le code pour faire une requête en base de données. Donc là j'ai un agent, mais après cet agent, il faut que je l'expose pour qu'il puisse être appelé par mon autre agent. Donc là je vais hop, utiliser la classe A2A Server, comme j'ai fait tout à l'heure pour créer un serveur sur MCP. Je vais l'appeler A2A Server. Même ça, il ne peut pas me le... A2A Server. Je vais lui passer mon agent. Ici, on va le mettre à la fin d'ailleurs. Hop. Je lui donne voilà l'agent qui tourne sur ce serveur-là. Et je vais lui donner un port qui va être 80-80. Et ensuite, j'ai juste à le lancer. Hop. Je vais lui donner un host qui va être au coup mon 0000 et je crois que tu peux laisser vite. Ouais, j'ai un douche et j'ai mis le port où est-ce qu'il faut le mettre de mieux. Bon bref, vous irez voir dans la doc. Je mets là pour la démo, on n'a pas le temps de voir si ça bug ou pas. Donc là j'ai un agent qui va pouvoir avoir accès à deux tools, parce qu'en plus j'ai pris les tools embedded, c'est pas codé, que je lance et là on va lancer mon caractère agent. Tac, et voilà. Là j'ai donc mon agent qui tourne sur le port 80-80. Je retourne dans mon agent Game Master qui est de base où on veut qu'il ait le moins de fonctions à lui possible, qui appelle déjà mon client MCP. A2A Tool Provider. Je vais utiliser cette fois-ci une classe qui s'appelle A2A Client Tool Provider.
Je vais créer encore une fois un objet. Et là, c'est un peu différent. Pour les MCP, vous devez créer un client pour chacun des MCP. Parce qu'en fait, votre agent, il va récupérer les tools, la liste des tools de tous ces MCP. Quand on communique avec un autre agent, une des différences aussi, c'est quand on communique avec un autre agent, c'est qu'on lui envoie un prompt et il nous renvoie une réponse. Ce qu'il fait à l'intérieur, les tools auxquels il a accès, les autres agents auxquels il communique, les bases de données, on ne sait pas du tout. On n'en a rien à faire en fait. C'est qu'on lui envoie une information. Lui, il va itérer sur la façon dont il va réfléchir, il va résoudre le problème, il va appeler les agents qu'il a envie, les tools qu'il a envie, et il envoie une réponse. Du coup, je n'ai pas besoin de savoir ces tools. Tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est known URLs, truc du genre? Non, not agents URLs. Sans autocomplétion, c'est known agent URLs. Ok. Et donc là, je vais passer l'URL de mon agent. Et du coup, là, comme je vous l'ai dit, contrairement au MCP, on n'a pas besoin d'en créer. Si là, j'avais plein d'agents, j'ai juste à les mettre toutes les URL là, les unes à la suite des autres, et ça va marcher. Hop, là, on en a qu'un en l'occurrence. J'ai mon A2A client. Et après, tout ce que j'ai à faire, c'est, hop, ici, rajouter les tools. Là, on va le voir juste après quand on va l'exécuter. Là, les tools que je mets là, ce n'est pas les tools de mon agent. C'est les tools de mon A2A client provider qui va permettre d'interagir avec mes agents. On va le voir, ça va être, quand je vais l'exécuter, vous allez voir que ces tools, ils sont appelés. Et on verra ce que sont ces tools. Il y a une autre bonne pratique quand vous commencez à avoir pas mal de MCP, d'agents, etc., c'est d'avoir un bon système prompt sur votre agent. Là, on va lui mettre un système prompt. Et, tac, hop, heureusement que j'ai mis en là aussi. On va lui dire, voilà, tu es un Game Master D&D, il y a une bonne pratique qui est de lui dire, de l'orienter un peu pour lui dire quand même ce à quoi il a accès. Donc là, on va dire, voilà, tu as accès à des tools des agents, utilise-les quand tu veux, tu peux lancer des dés, tu peux créer, récupérer ou gérer des personnages. Voilà. Après, c'est lui qui va se débrouiller pour savoir quoi appeler quand. Mais on lui donne accès, on l'oriente un peu pour lui dire quand même qu'il fasse un effort. Et on va tenter, on va faire créer un personnage nommé, un prénom. Michel. Michel, tu es un elfe de la nuit, Michel. Lance les dés pour générer ses caractéristiques. Ensuite, enregistre-le dans un fichier. Ok. Voilà, là on lui demande de générer un personnage et en plus de le sauvegarder. On lance ça, on est chaud? Ça a marché? Non, ça ne marche pas. Système prompt, il manque une virgule. Tac. On exécute, qu'est-ce qui va se passer? Il va lancer des dés, ok, pour générer tes caractéristiques. Ok. Ok. Là, il est en train de générer ta force. Il va lancer 4 dés. Tu as 15 de force. Alors, il lance 4, il garde les 3 meilleurs. Ok, c'est un truc de base en Donjons et Dragons, très bien. Tu as 15 de force, dextérité. Michel, dextérité 16, pas mal. Bonne stat. Constitution. Je ne sais pas combien il a de caractéristiques à générer, mais on a encore 11 minutes. 17 en constitution. Il y a 26 caractéristiques par personnage. Non, je sais pas. Intelligence. Michel, 12. Plus dans le physique que non. Sagesse, Michel, 16. Non mais quand même sage. C'est un elfe, hein, après tout. Et charisme, t'es un elfe. Non, ça devrait être pas mal ça. Donc là, on voit tous les appels en plus à mon MCP Tools pour lancer des dés. 18 en charisme. Ok, génial, il a généré Michel. Et vous voyez là, ce tool qu'il appelle, qui est A2A List Discovered Agents. C'est ça les tools qu'on a là, que je vous parlais tout à l'heure. C'est les tools qui vont permettre d'aller interroger les agents pour savoir ce qu'ils savent faire, en utilisant leur nom et la description. Et après, pour pouvoir leur envoyer des messages. Donc là, il fait A2A List Discover. J'ai trouvé un agent gestionnaire de personnage. Maintenant, je vais lui envoyer le personnage pour qu'il puisse le créer. Et encore une fois, le A2A Send Message, c'est parmi de ces tools-là qu'on a mis à gauche pour pouvoir communiquer avec les agents. On lui envoie l'information. Vous voyez en bas à droite, du coup, mon agent de gestion de personnage, il a reçu l'information et il essaie d'écrire sur un fichier. Il me demande l'autorisation. Je fais OK, tu peux écrire le fichier. Et là, il est en train de générer le personnage complètement et d'écrire dans un fichier. Et d'ailleurs, si je vais voir dans mes fichiers, là, j'ai Michel Dodge. Là, c'est un JSON. Je ne vais pas spécifier ce que je voulais. Des fois, c'est du Markdown, des fois, c'est du JSON. On peut forcer effectivement ce qu'on veut si on lui demande. Là, il m'a fait du JSON. Souvent, c'est du Markdown. Là, pourquoi pas. Donc voilà, j'ai tout un personnage qui a été créé. Et de la même manière, je peux très bien je vais mon prompt et me dire que peux-tu me dire sur le personnage de Michel? Hop.
on va relancer ça. Là, normalement, si je regarde mon agent en bas, donc là, encore une fois, il appelle un outil. Il fait, j'ai trouvé un outil qui sait gérer les personnages. Là, en bas, si vous regardez, hop, je fais appel à mon tool FileRead, qui, dans un vrai projet serré, je vais aller récupérer dans la base de données. Et puis, il va lui renvoyer toutes les informations sur le personnage, qui en plus, il réécrit lui en Markdown, qui devrait renvoyer après à mon agent en haut, qui est mon Game Master de Donjons et Dragons, voilà, avec les capacités, etc. Il écrit ça tout bien. Des choses à compléter. Il fait même une petite analyse à la fin. Tu as un profil très polyvalent grâce à tes excellentes caractéristiques en dextérité et charisme. Tu as un personnage idéal pour des rôles de combattant agile, etc. etc. Tu fais de l'agile, c'est cool. Ce que vous voyez quand le AI Game Master il ping en fait l'autre agent, ici en bas vous allez voir une ligne qui s'appelle JSON Cards. Si tu peux montrer. Peut-être c'est plus haut. Là ici. Well-known agent cards JSON. En fait, ça, si vous avez un petit peu regardé la documentation du protocole 8-way, c'est comme ça que l'orchestrateur sait à quoi va servir les agents auxquels vous lui donnez accès, parce que vous lui donnez accès à leur endpoint. Mais après, du coup, ce qu'il va récupérer, c'est la carte d'identité de chacun des agents. Et en fait, les agents, quand vous les créez, quand vous prenez un peu plus de temps pour les créer, vous leur donnez une description qui peut être exhaustive, et c'est cette description que le AI Game Master va lire pour comprendre ce que tous les agents font. C'est vraiment ça qu'apporte le protocole 8-way, et du coup Strengths qui va vous générer ces cartes, etc. pour pas que vous ayez à coder tout vous-même. Cool. Voilà, là on a vu en un peu moins de 20 minutes comment créer de base un Game Master Donjons Dragons. On va vous en montrer un maintenant qui marche un peu mieux déjà. Je te laisse peut-être zoomer. Vous avez vu que quand même en 3 lignes de code, on crée un agent. Vous rajoutez 3 lignes si vous voulez utiliser votre provider à vous. Que en 3 lignes de plus, on le connecte à un serveur MCP. Qu'on crée un autre agent qui se connecte en plus sur le protocole 8-way en 2 lignes et qu'on peut le connecter à un autre agent en rajoutant 2 lignes. C'est le principe de Strengths du coup de simplifier tout ça. Donc bien sûr, nous on s'est pas arrêté là parce que, enfin en tout cas moi, du coup je voulais jouer avec. Donc c'est devenu plus qu'un projet au taf, j'avais envie de jouer avec. Donc on est allé un peu plus loin. Notre AI Game Master, comme vous voyez là, le système prompt, il est un peu plus élaboré. Parce qu'au fur et à mesure de l'avancement du projet, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de préciser certaines choses, notamment le format pour les dices, comment il répondait, comment il formatait sa réponse. Donc nous, on renvoie un JSON parce que c'est plus facile à traiter après, parce qu'on a une UI aussi, donc pour pouvoir récupérer chaque donnée et les mettre au bon endroit, bien où il faut. Là, vous voyez que donc on a donné accès au non-agent URL à le rule agent, donc celui que je vous ai présenté au début, celui qui a accès aux règles du jeu, et celui qui va créer les personnages. Mais si on va voir d'ailleurs celui de la gestion des personnages, on peut l'ouvrir. Le rule agent. Ouais. Le character agent. Oui. Le rule agent, on a pris le PDF dans Donjons Dragons, on l'a mis dans une base de données vectorielle. Et là, vous voyez qu'on a un tool Find Character by Name où vous avez ligne 54, en fait, c'est un appel en base de données. Il y a un tool List All Characters et dans ligne 71, vous avez récupère tout en base de données. Voilà, la gestion d'erreurs qu'il y a autour. Mais en fait, on a créé un tool pour chacun des types d'appels qu'on voulait faire en base de données. Et puis aussi, du coup, on a eu besoin de formater un peu la façon dont les caractères étaient créés dans la base de données, puisque quand vous avez une base de données, vous voulez un schéma en particulier. Donc voilà, il a fallu qu'on mette tout ça bien en place. On a mis une description qui était exhaustive, un système prompt aussi pour chacun de nos agents. Voilà, pareil pour le rule agent. Non, parce que si vous avez bien compris, les agents, ils ont chacun un LLM qui tourne. Donc vous pouvez très bien vous dire, mon agent Game Master, il va tourner sur un gros LLM de ouf, mais l'agent caractère, ça va être un mini LLM. Vous pouvez même avoir un qui tourne avec du Anthropic, l'autre avec du OpenAI, l'autre sur du Bedrock, peu importe. Pour chaque agent, en fonction de ce qu'il va faire, vous pouvez choisir un LLM différent. Et du coup, pour le role agent, on a créé une base de données, une petite, là, une knowledge base, mais vous pouvez très bien avoir une knowledge base qui est distante. Et ici, pour le coup, elle est locale. C'est une ChromaDB. Et pareil, un système prompt et une description un peu plus exhaustive que ce qu'on vous a montré jusque-là. Donc on va tenter de lancer ce projet-là pour vous montrer la UI. Ouais, Character Agent à gauche qu'on lance. Tac. Là, je lance le Character Agent. Là, on lance le serveur MCP. T'as killé les serveurs? Non, faut que tu killes les miens de la démo. Non.
parce que j'ai fait la démo sur les mêmes ports, sinon c'est pas drôle. Celui-là. Et... Ouais. Ok. Et ça va mieux marcher maintenant. Là, on a le Rule Agent. Rule Agent. Ouais. Et là, on a notre Game Master qui est du coup notre agent principal. Cool. Et on a une petite application, là, le serveur HTTP qui tourne en bas à droite, à gauche. Ok, donc actuellement tous nos agents tournent, notre serveur MCP tourne aussi avec notre dice roll function. Et là, on a notre AI Game Master sur cette URL dont j'ai besoin pour ensuite. Elle est où la UI? Là, ah, oui. deuxième onglet. Juste ici. Let's go back avec Michel. Qu'es-tu? Ça devient dangereux de faire ça. Dragon Ball. Bah ouais, mais bon, c'est nous là. Et on va pouvoir retourner sur les serveurs pour voir. Donc j'ai cliqué sur générer le personnage avec les caractéristiques que j'ai listées. Ici, on voit que le AI Game Master fait la découverte de tous ses agents et ensuite crée le personnage avec le caractère agent, du coup en haut à droite, en haut à gauche, qui du coup crée le caractère beaucoup plus rapidement que tout à l'heure, donc c'est cool. Ouais, parce qu'on a enlevé le fait qu'il appelle les dés, sinon c'est trop long. Ah oui, c'est vrai. Nous renvoie une réponse et ça devrait être bon du coup sur la UI. Et donc il nous renvoie le message qui génère du début de la campagne avec le personnage qui a été créé. Welcome Mitchell to the Dragonborn. Tu parles mieux anglais que moi, vas-y. The Dragonborn Cleric. The ancient stone temple's bronze brazier casts flickering shadows across weathered pillars. Bon, en gros, il vous met dans une ambiance particulière. Il propose pas les... Non, pas toujours. Très bien. Que faisons-nous? Explore the area. Là, du coup, si on retourne sur notre console, on va voir... Là, il va lancer des dés. Donc, on voit notre serveur MCP, effectivement. Et il va nous répondre quelque chose. Effectivement, dans le format JSON qu'on le force à renvoyer, dans le système prompt, on lui demande la réponse, on lui demande des suggestions d'actions pour après, comme ça on n'a pas forcément toujours besoin d'écrire. Et puis si jamais il lance des dés, on lui demande de nous renvoyer le type de dés, le résultat et la raison pour laquelle il a envoyé les dés. Attends, c'est très cool pour ceux qui jouent. Moi j'aime bien quand tu fais ça. C'est-à-dire que je lui demande d'explorer la zone, il me fait un dice check un check de perception. Il roule un autre dice pour savoir si j'ai découvert un truc. Moi j'aime bien ça quand je vois les dés qui sont roulés, c'est très cool. Non, on n'a pas les dés qui s'affichent. Bon, petit bug dans mon interface. Normalement il y avait des petits boutons qui s'affichent, mais bon, bref. Mais voilà, donc est-ce qu'on a du temps encore? On a 1 minute 40. Ah bah, parfait. Ouais, voilà. Du coup, on vous a montré notre projet sur voilà, les role-playing games. Bien sûr, vous l'avez compris, ce projet est infini. Moi, j'ai plein d'idées, mais j'ai pas le temps. Donc, si jamais quelqu'un veut se lancer, mais on peut générer des images à la volée. On peut les illustrer. On peut même générer les textes avec des voix synthétiques. Parce que ce qu'on a fait, c'est effectivement les prompts qui vous renvoient. En plus, vous pouvez l'envoyer dans un LLM qui va générer une image pour illustrer la scène qui vous renvoie à chaque fois. Donc vous avez un échantillon du code qui est juste ici, et puis la documentation de Strengths qui est à droite, si jamais vous voulez vous renseigner un peu plus sur comment ça marche. Strengths, ça fait d'autres choses. Si vous allez dans les codes samples, vous avez plein de choses sur comment gérer la boucle d'événements, la mémoire, etc. Dans Strengths, là, on vous a montré vraiment la base pour gérer des MCP et du agent to agent. Mais on espère que ça vous a donné envie d'aller tester un petit peu le SDK. Et de jouer à Donjon Dragon. Voilà. Et on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une bonne journée.